Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oui, mes aïeux, quelle époque. Une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez qu'on retrouve dans un instant. Et aujourd'hui avec vous, Philippe Charlier, notre médecin légiste de l'histoire. Ça s'est passé dans le passé, donc vous nous parlez de lunettes, n'est-ce pas Philippe ? Et oui, c'est une fourche construite de manière à pouvoir se tenir sur le nez d'un homme comme un cavalier se tient sur la croupe d'un cheval ou d'un oiseau sur un juchoir. Eh bien voici des mots bien étranges pour qualifier un objet du quotidien que nous connaissons tous. Vous l'avez reconnu, mais ce sont les lunettes. Exactement. Écoutez quand même la fin de la citation que je trouve particulièrement belle. Et de chaque côté de la fourche, de façon à correspondre aux yeux, s'arrondissent 2 cercles ovales de métal qui enserrent 2 amandes de verre épaisses comme des fonds de chope. Eh bien c'est par ces mots que le génial Umberto Eco décrit dans Le Nom de la rose la paire de lunettes portée par le moine franciscain Guillaume de Baskerville lorsque l'envie lui prend de lire. Alors est-ce que les lunettes c'est vieux comme le monde ? Eh bien non, c'est finalement assez récent vis-à-vis de l'échelle de l'humanité. Alors comme mon s'est mis en comparse David Castello-Lopez, j'ai décidé de répondre aujourd'hui à la question suivante. Depuis quand l'homme porte-t-il cet étrange appendice de métal et de verre qui améliore considérablement sa vision ? Est-ce que vous avez une idée de l'ancienneté des lunettes, chers amis ? Écoutez, visiblement au Moyen-Âge déjà. Le Nom de la rose, quoi, c'est le Moyen-Âge. 11e siècle, c'est Oui, ça ? on est un petit peu après, oui. Ouais. Eh bien, la légende rapporte que les lunettes sont bien plus anciennes que ça, puisque l'empereur Néron, on est donc au 1er siècle après Jésus-Christ, utilisait déjà une émeraude rapprochée d'un de ses yeux pour mieux distinguer les mouvements des gladiateurs dans les arènes. Mais c'est une loupe. C'est une sorte de loupe. C'est une jumelle en fait. Une jumelle, Oui, mais ça beaucoup plus classe. Une émeraude, c'est quand même... Oui, mais c'est quand même tout pas le mal. monde n'a pas ça. Oui, c'est ça. Il faut imaginer la grosse bague qui rapproche de ses yeux. Enfin, voilà. C'est remboursé par la Sécu, l'émeraude. Oui, c'est ça. Ça peut se tenter. C'est le 1 euro. C'est ça. Malgré tout, c'est aux Arabes qu'on doit, par l'amélioration des techniques de taille des pierres dures, la mise au point de ce qu'on appellerait à l'époque des pierres de lecture. Directement placées sur les livres ou sur les manuscrits, ces cristaux à facettes permettaient de grossir les caractères par un effet loupe, comme vous l'avez dit, et elles autorisaient la lecture à ceux qui étaient touchés par la presbytie, ou encore dans les lieux faiblement illuminés comme les tentes ou encore les bibliothèques. Et là, au XIIIe siècle, c'est la révolution. Le passage à une forme posée non plus sur l'objet regardé, mais sur l'œil qui regarde. Cette métamorphose, ce changement de paradigme, ce Big Bang de l'optique, est dû, selon la tradition, à un Italien, Salvino degli Armati. Son idée n'est pas venue de nulle part puisque c'est un lecteur de l'œuvre du moine franciscain, toujours les franciscains, Roger Bacon. Celui-ci décrit la façon de polir les pierres en forme de lentilles pour agrandir les objets. Et à quoi ressemblent alors ces proto-lunettes, les premiers modèles ? Eh bien, elles ne sont pas comme vous en écailles, fines et très élégantes. Ce sont des montures qui sont en bois avec des verres en cristal de roche, voire en pierre semi-précieuse. Ah, quand même. Et oui, quelque chose qui vous siérait fort bien, mon cher Stéphane. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas ça aujourd'hui. Il faudrait réhabiliter, car ce sont les Vénitiens, dès le début du XIVe siècle, qui vont réussir à produire, probablement à Murano, des verres d'une pureté telle qu'aucun défaut, je veux dire par là, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de poussière, qui ne vient gêner la vision. Et pour la possession de ce marché d'avenir, eh bien, les corporations de verriers et de cristalliers se dansent dans une lutte sans merci. La production n'est pas encore industrielle, mais ces bésicles, c'est-à-dire des lunettes qui n'ont pas de branches, qui sont simplement pincées sur l'arête du nez, diffusent dans les lieux de savoir et de pouvoir, surtout les monastères et les palais. Tout le monde s'en fait faire. Et les artistes médiévaux s'emparent de cet objet nouveau et l'utilisent comme un marqueur intellectuel dans leurs peintures qui figurent les saints ou les prophètes. Impossible à l'époque, par exemple, de figurer un lettré tel Stefano Bernus de Luxembourg sans sa paire de lunettes. Oui, bien sûr. Et ça tient comment alors si ça pince simplement le nez, ces choses-là là ? Eh bien malheureusement, vous l'avez compris, c'est pas très pratique. Les bésicles ont une fâcheuse tendance à tomber. Alors on utilise parfois des rubans ou des ficelles pour les fixer à l'arrière du crâne ou au niveau du pavillon de l'oreille. Alors au début, c'était plutôt efficace pour la presbytie. Et les verres de lunettes sont taillés de façon concave dès le XVe siècle pour corriger maintenant les myopes. Ils auront attendu 200 ans de plus que les autres. Les siècles suivants vont voir une nette explosion à la fois dans l'ingénierie de la correction des défauts de vision, mais aussi dans le type technique de la monture. On commence à faire presque du design, avec des binocles, avec du monocle, avec des lorgnons, avec des pince-nez. Et sachez-vous que la dernière innovation viendra cette fois-ci du Royaume-Uni. C'est l'opticien James S. Cook qui mettra au point les verres teintés.
En fait, ils pensaient améliorer la vue avec des verres bleus ou bruns, mais en fait, ils venaient sans le savoir de mettre au point les premières lunettes de soleil. Comme quoi, quand les Anglais font des innovations, c'est toujours par accident. Mes aïeux, quelle époque. Merci beaucoup Philippe. Merci. Dans un instant, c'est le début de la fin, le début tout court. Avant de partir, on remonte aux origines avec David Castel-Lopez et son café. Mais d'abord, voici Under Pressure sur Europe 1. Queen et David Bowie.